أنا أكلي الحين فرما أو أكل يقول لك سجني مين كني بارو لني هالحالتاي كادو تنيمي كين بيد دو كني تعب تنيمي ما قلت تعب يعني إنكي جرسي بارو لساي مري ماكو ني بارو لساي مري تبو كهذا قوم محاي إنكي دلايا ربانا عاصمة ربانا أساكا كلك وديتني يقول لي تكو عفر متتكو يروبا اللي تيجي مركا كيك يروبا دايلك كل كا أيتي تام فرمانو سايمر يحرب هربا إنك يحيلها على أبا مريم عنده بحسنا كنا في الوقت. Nous, on a le droit à la traduction en direct. Peut-être traduire par petits bouts. Voilà, il dit que voilà, dans le film qui a retracé toute la vie de femme à phare, ça existe vraiment chez lui. Et que dans son village, dans ces régions, les femmes sont peu parce qu'elles meurent beaucoup en couche, elles meurent de l'excision, donc il y a peu de femmes. Et aujourd'hui, il aimerait bien faire passer un message pour les personnes qui vivent ici en Europe. Il dit qu'aujourd'hui, il aimerait bien faire passer le message à des personnes qui sont ici et qui travaillent là-bas, sur place. بابور في هاي تباروي بار سيادتي يبقى كذا كادو جيسي سانا بابور أنا اللي فيه بارو تنا عفر بارو سيادتي يبقى كذا. Il dit qu'elles vont dans des régions assez reculées où les véhicules ne vont pas, donc elles vont quand même aller jusqu'à ces régions-là. أما سلطة كمان الرجوع وده دليل بحثها أو تمام مقول. Donc il dit que les personnes qui sont, les femmes qui sont excisées, donc meurent beaucoup en couche. Elles n'ont pas accès aux hôpitaux, donc elles meurent beaucoup en couche. Donc il dit que les femmes, les petites filles sont mariées de force, comme ça a été vu dans le film, et beaucoup de petites filles se suicident. Donc les femmes aussi, après avoir accouché, se mutilent elles-mêmes, elles font l'infibulation, donc elles se réinfibulent une fois qu'elles aient accouché. Chez nous, les femmes, parce qu'il y a beaucoup de décès par rapport à l'excision. أفرنا يلقوا رحمي أواي ساميا كي عيسى كتنجح لنا كنا حتى أنا كنا كبيرة قالوا كم بسول هتنيه أفر سيوم ترى حتى الناس وتنا ما ينكسي ناس حسيا. Il dit qu'il faut prendre, il faut travailler comme Aïcha et Samia pour pouvoir aider ces femmes-là dans les régions assez reculées. أو سنو وجواني سور برسالة. Le village de Gawani, elles s'occupent de femmes, donc elles sont éduquées, ces petites filles. Donc elles vont faire le relais, les enfants qui ont été alors éduqués pourront faire le relais dans les autres régions. Donc ça va laisser des traces, c'est comme ça qu'on pourrait alors chez nous. Donc le village sont tellement reculés que les gens font des sensibilisations mais avec des parcours où il n'y a pas de voiture, donc les parcours sont assez espacés. Donc économiquement aussi il faut beaucoup d'aide. Moi je viens de ces régions et c'est une expérience, donc c'est pourquoi j'en parle ce soir. Donc essayez d'aider cette association pour pouvoir aider. Je vous remercie. Je pense d'ailleurs qu'il
il faudrait qu'on sorte ce soir de cette réunion avec une idée, avec un projet d'aide à cette communauté, ce village, ou même si nous ne pouvons pas les aider directement, on peut très bien passer par l'organisation Femmes Solidaires. Je crois que notre implication au niveau liégeois, je pense ici à l'association Djibouti, mais je pense aussi aux associations et aux personnes belges essentiellement qui militent au sein du collectif liégeois contre les mutilations génitales féminines. Je pense qu'on pourrait essayer d'envisager peut-être en soutien une espèce de forme d'adhésion aux femmes solidaires au niveau en tout cas des femmes, et je pense que les femmes solidaires ne sont pas sexistes et qu'elles accepteraient également des hommes, je n'en sais rien, donc possible, mais voilà, je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait faire, c'est quelque chose à décider ensemble entre nous, mais je crois que ce serait vraiment bien qu'en sortant d'ici, en sortant de cette réunion, on ait à cœur, dans l'esprit, qu'on va faire, nous, quelque chose au niveau de nous, les Liégeois, les nouveaux Liégeois, les Djibouto-Liégeois et autres, les amis tous concernés, qu'on fasse quelque chose de marquant, de palpable et surtout de durable pour aider ce village en Éthiopie, mais également pour aider à ce que plus tard l'exemple de ce village et d'autres se multiplie, et y compris à Djibouti, y compris à Djibouti, puisque nous sommes, nous en tant que Djibouti, cette fois-ci, une organisation d'amitié entre Liège et Djibouti. Je voudrais poser la question à la salle, est-ce qu'il y a encore des questions ? Je pense qu'on avait abordé un petit peu la question des hommes dans le travail qui avait été expliqué par Fabienne il y a quelques minutes, mais je pensais que, par exemple, mon excellent ami Souleymane, qui est là, qui a levé le bras, pourrait nous dire quelques mots. Quelques mots, parce que tout a été si bien dit. Je peux porter ma voix. Vous m'entendez là-haut? Voilà. Donc, juste quelques mots, parce que Fabienne l'a tellement bien dit, ce que je pourrais dire de mieux, voir que c'est un projet noble que j'espérerais d'autres de la communauté djiboutienne auraient été plus présents. Parce que dommage que je me suis retrouvé au début tout seul et maintenant on n'est que 2 de Djibouti. Donc je lance encore le message à la plupart des hommes qui sont ici. Vous pourrez aussi relancer le message de votre côté que plus d'hommes de Djibouti seraient présents, mieux ce sera. Parce qu'on s'est retrouvé quand même à 2 et pour moi, c'était difficile. Je ne pensais pas qu'on allait se retrouver aussi peu. Donc vous avez bien compris, les amis djiboutiens. Oui. Ah, il y a le monsieur là qui demande la parole. Là, je pense que peut-être, s'il vient de chercher mon micro. Merci de me donner le micro. La personne qui était en train de parler tout à l'heure, Hagar. Oui, il a parlé de la situation qu'il connaît très bien. Il vient de cette région. Et ce qu'il a dit, ça veut dire que dans la région en phare, dans cette région, les femmes sont moins nombreuses que les hommes. Ce qui est d'habitude très rare. Dans toutes les communautés, on voit souvent que ce sont les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes, sauf quelques exceptions. Et une des raisons de ce déficit, c'est les statistiques officielles. Hein, il ne s'agit pas de rumeurs. Hein. Et une des raisons, la cause, c'est l'excision et l'infibulation. C'est la mort en couche. Il n'y a pas de statistiques, mais une femme sur 3 meurt en couche dans cette région. Moi, j'ai pris la parole pour faire état d'un témoignage. En 1974, j'étais étudiant à Paris. Il y a eu la famine en Éthiopie. J'ai découvert dans le monde, j'ai lisé un peu le monde comme tous les étudiants, la tribu d'Anakid en voie de disparition. Étudiant, moi je venais de Djibouti, je ne connaissais pas l'Éthiopie, enfin, je ne connaissais pas les affaires d'Éthiopie, sinon par lui dire. Et ça m'a vraiment choqué à l'époque.
quelques années après, je suis allé en Éthiopie. Et j'ai vu la vie de ces gens-là. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire les facteurs négatifs l'emportent sur les facteurs positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette population-là s'est réduite d'une année à une autre. Cette histoire de... En 1984, il y a eu une deuxième famille qui a été... dont on a parlé en Éthiopie. Ils ont perdu 80 000 personnes et je ne sais pas combien de cheptels. En 1974, il avait perdu un quart de la population. Et à l'époque, déjà, un grand écrivain suédois, qui s'appelait Bondusman, avait dit que la famine chez les Afars est amplifiée par l'histoire de l'industrialisation de la terre. Parce que les meilleurs pâturages sont réservés aux fermes d'État. Pourquoi j'ai pris la parole aujourd'hui maintenant? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en 2015, il y a ce qu'on appelle l'accaparement des terres. À l'époque, on n'appelait pas ça accaparement des terres. C'est-à-dire que les meilleures terres Afars aujourd'hui ont été accaparées par les industriels venus d'Inde, de la Chine ou de Hollande, enfin je sais. Bref, c'est-à-dire qu'il y a 150 000 nomades Afars qui ont perdu la possibilité de faire pâturer leur bétail. Donc, ils vont être réduits. Ça va, c'est-à-dire, en 1974, on a parlé déjà de la disparition de cette ethnie. Et ça va amplifier cette disparition. C'est la raison pour laquelle je crois que tout le monde ici est conscient. Mais les Afars, c'est la non-communication. C'est un peuple qui ne communique pas. C'est un peuple qui ne parle pas d'eux-mêmes. C'est des gens que, par exemple, pour certains, il y a certains peuples qui ont vocation à parler d'eux-mêmes, de leur malheur, de leur... et ce genre de film, effectivement, ça permet de faire connaître, de faire toucher du doigt la réalité. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est des gens qui meurent à petit feu. Je ne parle pas à dessein des Djibouti, parce que je suis engagé par ailleurs politiquement dans cette région, mais en ce qui concerne l'Éthiopie, je crois que cette population-là est dans de graves difficultés. C'est la raison pour laquelle les ONG hollandaises, belges, françaises et tout ça sont bienvenus dans cette région, parce que, franchement, lorsque, par exemple, il y a 1000 euros qui sont investis dans ce territoire, ça peut sauver 1000 personnes. Merci. Merci beaucoup. C'est quand même un rapport avec la politique. Malheureusement, la politique qui gouverne les peuples, souvent pas dans leur intérêt. Voilà. Je voudrais demander aux personnes dans le public, ici, dans le nombre public, s'il y a encore des personnes qui veulent prendre la parole, dire quelque chose, poser une question. Juste ajouter, au point de vue politique, justement, je voulais dire quelque chose sur la politique du gouvernement éthiopien, qui est je ne sais pas quoi, mais je n'ai pas de message à porter là-dessus, mais est-ce qu'ils font, à part le répressif, puisqu'il y a une loi répressive, mais est-ce qu'il y a des programmes d'éducation? Est-ce qu'il y a un mouvement réel, quoi? Est-ce que ça existe ou pas? Oui, écoutez, quand ces femmes ont commencé, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait aucune volonté du gouvernement, il n'y avait pas d'ONG, il n'y avait personne. C'est pour ça que j'ai dit que c'est des pionnières, celles qui étaient sur le terrain. Mais maintenant, le gouvernement éthiopien a fait des émissions de radio, il y a des sensibilisations, il y a des ONG qui viennent sur place, il y a des choses qui sont faites, même si ce n'est pas assez. Il n'y a pas une réelle volonté. Bon, ils le font parce qu'ils sont interpellés partout. Ils ne peuvent pas fermer les yeux sur cette question des mutilations génitales féminines, mais il n'y a pas une très grande volonté du gouvernement éthiopien, malheureusement. Juste pour compléter, dans beaucoup de pays en fait, où l'excision se pratique, il y a des comités nationaux de lutte contre l'excision, mais qui ne sont pas toujours actifs. Donc des fois, ils ont un bureau dans la capitale, mais alors dès qu'on sort à 50 km à la ronde, il n'y a plus rien. Donc surtout dans les régions très enclavées. Et ce qui fait parfois du mal, c'est qu'il y a des premières dames, voilà, donc la femme du président, qui le 6 février, lors de la journée internationale contre l'excision, va faire un grand discours,
va offrir du poulet grillé déjà à plein de gens, grand boubou, pour dire on est contre l'excision. Par derrière, elle a fait exciser ses filles. Et des fois, c'est juste pour faire plaisir à l'OMS, à l'UNICEF. Et c'est une conditionnalité à l'aide. Parce que maintenant, pour avoir de l'aide, il faut faire des choses pour les femmes. Et alors, on dit, on va voter une loi, mais on ne l'applique pas. Ou on ne donne pas de l'argent, en fait, aux organisations. Parce que moi, je trouve, bon, la loi, c'est bien, mais ce qu'il faudrait surtout financer, justement, les organisations sur le terrain, leur donner des mobylettes, des voitures pour qu'elles puissent aller dans les endroits les plus reculés. Et ça, c'est pas fait. Et souvent, voilà, la communauté internationale se satisfait d'une première dame qui, le 6 février, tous les ans, fait son discours. Donc moi, je suis d'accord avec toi qu'il faut aller au-delà dans l'engagement politique. Et je voulais aussi dire quelque chose, que voilà, je suis sage-femme, et quand on parle de mortalité maternelle à cause de l'infibulation, enfin, je l'ai vu de mes propres yeux, parce que j'ai travaillé pas en Éthiopie, mais à Kismayo, en Somalie. J'ai travaillé à Dadaab, dans les camps de réfugiés somaliens, et c'est ce qui fait mon engagement aujourd'hui, c'est que j'ai été vraiment en première ligne, voilà, avec des femmes avec le sexe complètement cousu, et on m'avait envoyé là-bas sans formation en me disant les femmes accouchent pareil dans le monde partout, l'accouchement c'est universel. Et je dis ben non, il y a quand même des grandes différences. Et c'est pour ça qu'en rentrant après en Europe, je me suis investie au GAMS. On essaye, voilà, de former les gynécologues, les sages-femmes, mais je trouve que les organisations professionnelles ont aussi une part de responsabilité, parce qu'en Égypte, par exemple, 3/4 des petites filles en Égypte c'est fait par des médecins, par des blouses blanches. La Guinée est en train de prendre un sale tournant, je dirais, parce que maintenant, 1/3 des excisions sont faites par des sages-femmes. Et c'est pas pour sauver la vie des filles, c'est lucratif parce qu'elles se font payer. Et je trouve que là, en tant que personnel médical, si en Égypte, tous les médecins se levaient, allaient à la radio en disant c'est mauvais pour la santé, nous demain, on touche plus à vos filles, on les excise plus, je pense que ça s'arrêterait. Et là, il y a une complicité, je trouve, de certaines organisations professionnelles qui ne prennent pas leurs responsabilités, quoi. Quand on fait le serment d'Hippocrate, c'est voilà, on ne nuit pas, on n'a pas à couper un organe sain, on coupe juste pour une raison culturelle. Et là, je trouve qu'il y a un manque de... Voilà, ils sont lâches, en fait, je trouve. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un travail aux côtés des organisations professionnelles, donc autant les femmes au niveau communautaire, mais côté des professions médicales, je trouve qu'il y a encore plus à faire. Donc moi, je vais essayer au niveau de l'association internationale des midwives, International Midwives, de voir si on peut faire quelque chose au moins au niveau des sages-femmes, parce que c'est mon métier. Mais ça me choque, quoi, que des sages-femmes coupent le clitoris des petites filles. Ici, il y a une question. Je vais essayer de traduire parce que madame, elle parle somalien. السلام عليكم مركا هوري انت مسلمين ولا مقلايسي انت قالنا تانكي very much anigu dahaba cali waxaan ka hadlayaa oo heer muqdisho ah magaalada muqdisho ah yani waxaan ka hadlayaa gudniinka fircooniga ah dhibaatada oo nagu hayo hablaheena gabdhaha Soomaaliyeed dhibaato culus oo nagu haya markay caada nagu dhacdo markay ma aragtaa yani sidaas oo kale tooda dhalmada sidaas oo kale tagmada nimanka raggeena dhibaato ayaan ku qabnaa ma aragtaa waxaan doonaynaa gabdhaha naga dambeeya inaan la gudin oo fircooniga laga daayo oo gudniinka laga daayo dhibaatadaas ayaan rabnaa in nagala dhaafo anigan hadeertaan oo idan hadlaaya oo maamo Soomaaliyeed ah gabdha ayaa ii jira Muqdisho. Elle vous dit bonjour à tout le monde. Et elle s'appelle Dahabo, elle vient de la Somalie. Elle dit que l'excision, l'infibulation pharaonique est pratiquée. Donc elle, en tant que maman somalienne, elle dit qu'elles ont souffert au moment de règles, elles ont souffert au moment des rapports sexuels, au moment de l'accouchement aussi. marka waxaan doonaynaa gabdhaha in laga daayo gudniinka fircooniga dhibaatada uu keenayo raggooda lama qaybsan karaan gabdhaha dhibaato ayay u tahay ma wanaagsano
maxay ahayd tooday dadkeen hore ma aysan garanaynin aniga idin la hadlaaya markii lay gudaya geed ayaa laygu xiray markaas alxamdulilah haddeertan laakiin gabdhahayga waan ka dagaalamaya inaan layga gudin insha allah. Elle dit que elle aimerait bien qu'on cesse l'infibulation aux petites filles en Somalie, elles-mêmes ayant subi l'infibulation. On l'a attachée à un arbre pour qu'elle ne puisse pas bouger. Et elle a beaucoup d'enfants, elle l'a laissée en Somalie. Elle se bat pour que les petites filles soient épargnées de l'infibulation. marka waxaan doonayaa gabdhaha Soomaaliyeed in gudniinka laga daayo dhibaatadaas ayuu leeyahay annaga ku soo dhibtoonay dadka nagu horeeya ku soo dhibtoonay hadda ruuxa ka dambeeya qof alla qofki fahma oo Soomaaliya waa inuu iska daaya amba carruurtiisa uu ka daaya amba asaga uu iska daaya hadduu Ilaahay yiraaho insha Allah khayr. Elle dit qu'en tant que femmes somaliennes, elles ont souffert de l'infibulation et il faut cesser l'excision aux petites filles parce qu'elles ont souffert de l'excision, elles savent la souffrance que ça implique et elle aimerait bien que les choses changent au niveau de la Somalie et elle aimerait bien faire venir ses enfants qui sont restés quand même au pays. dhibaatadiisa gudniinka markaan arkay gabdhahayga in layga guduma doonaayo gabdhaha Soomaaliyeed la guduma doonaayo dhibaato badan ayuu keenayaa qofka alla qofka fahansan annagana hadda waana dhakhtar la xiriirnaa xanuunadana haya dhabarka iyo mindhicirka iyo meel kastaan xanuunayo waana caadada dhibka iyo gudniinka noo keenta. Elle dit que l'excision, elle n'aimerait pas que les petites filles somaliennes soient excisées. Elle sait ce que c'est la souffrance parce qu'aujourd'hui, elle doit être suivie par un gynécologue pour tous ces problèmes gynécologiques. Donc, elle aimerait bien qu'il y ait un abandon au niveau de l'infibulation en Somalie. Merci. Merci. Madame, on voit un imam. Et on parle de l'Égypte, on parle de Somalie, c'est musulman tout ça. Hein, à peu près. Il y a des pays qui ne sont pas musulmans, on excise aussi, mais la plupart du temps c'est quand même musulman. Il n'y a pas on n'envisage pas, je sais qu'il n'y a pas de hiérarchie musulmane, mais il n'y a pas de moyen de conscientiser via les imams, puisque tout le monde, enfin, d'aucuns disent que ça n'a rien à voir avec la religion, et que les gens croient que c'est la religion. Oui, les imams, je ne parle pas des charlatans, mais les imams, je sais qui savent lire, qui ont lu le Coran et tout, disent cela n'a rien à voir avec notre religion. Et ils en parlent. À chaque fois qu'on a besoin des imams. Enfin, il faut pas. J'ai dit qu'il y a une minorité pour l'instant chez nous. Cette minorité est engagée auprès des femmes. À chaque fois qu'on vient les chercher, c'est eux qui permettent aux militantes d'entrer dans les villages. Parce que, comme elle l'expliquait Madina et Daris tout à l'heure, à chaque fois qu'elle venait seule, avec Halima et d'autres militantes, en groupe, allez hop, on les coursait avec des gros bâtons et elles n'arrivaient pas. Ne serait-ce qu'une amorce des discussions, c'était impossible. Mais vous venez avec un imam, hein, on vous écoute d'une manière différente. Et heureusement que les imams, il y a eu une grande conférence, ils ont été en Égypte à faire des rencontres avec d'autres imams de Al-Azhar et les imams Afar, même s'ils ne sont pas majoritaires, ils sont assez actifs. Hein. Et à chaque fois qu'on les appelle, ils sont présents. En Égypte, je ne peux pas dire la même chose. Ça perdure, non. Non. Absolument. Parce que sur cette question, on n'est pas d'accord parce qu'il y a des copines, des amis qui ne veulent pas qu'on s'adresse à des imams et qui disent non, absolument pas d'imam dans nos rencontres, dans nos réunions, on se passera, on a des militantes, on a des femmes, pas d'imam dans le... Et en fait, il y a beaucoup de discussions autour de ça, et puis d'autres qui disent, ben non, écoute, si on arrive à sauver, grâce à l'imam, quelques petites, voilà, c'est quelques petites de sauver, voilà, donc on prend, mais c'est pas facile. Il faut dire que les plus hautes autorités égyptiennes, l'Al-Azhar, ont déclaré que c'était pas conforme du tout à l'islam. Donc ils ont pris une décision très, très importante. Oui, mais cela montre effectivement qu'il s'agit des traditions et non pas de l'islam, parce qu'en Arabie Saoudite, on n'excise pas. L'Arabie Saoudite, le champion de l'islam, là, hein, il n'excise pas, il n'y a aucune femme qui est excisée. Et pourquoi en Égypte alors?
parce que c'est un truc qui date d'avant l'islam. C'est plus africain. Je voudrais juste dire qu'on parle beaucoup de l'Afrique, mais on a laissé des cartes, si ça vous intéresse, voilà, des cartes du monde. Avant, au GAMS, on n'avait que des cartes d'Afrique et on s'est dit qu'il faut un peu élargir notre horizon parce qu'il y a des pays peut-être moins connus, donc Irak, Iran, dans la population kurde, on a retrouvé des camps de déplacés avec où plus de 50% des petites filles étaient excisées dans certains camps kurdes. En Asie, en Indonésie, en Malaisie, en Inde, au Pakistan, il y a des communautés qui pratiquent. On est en contact aussi avec un Belge qui travaille avec une communauté indienne, les Mbera en Colombie, qui pratiquent. Donc c'est pour vous dire, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense, même si le berceau, effectivement, on pense l'origine viendrait d'Égypte, de Haute-Égypte, et ensuite ça s'est répandu dans l'Afrique subsaharienne. Il y a quand même d'autres pays qui pratiquent et maintenant, on est un monde en mouvement, il y a plein d'échanges de population, donc on peut dire l'Europe est concernée, l'Australie, les États-Unis, donc tout le monde en fait maintenant. Hein, ouais. Monsieur là au-dessus, vous voulez prendre ta place? Surtout les personnes infibulées, les jeunes filles infibulées dans des situations pas possibles, donc tu peux en parler Fabienne, et qui ne veulent pas se faire désinfibuler à cause en fait, à cause de la tradition, et elles disent que c'est l'équivalent de la virginité. Donc au niveau de vos régions où vous travaillez, est-ce que on parle d'hymen, est-ce qu'on parle de la virginité de la femme et tout ça? Parce qu'ici, quand elles arrivent, elles sont dans un état vraiment assez grave. Elles ont des problèmes d'hygiène. Tu expliqueras mieux que moi, mais voilà, on est confronté à ça. Il y a beaucoup de jeunes filles infibulées qui n'arrivent même pas à uriner correctement ou ni à avoir de règles correctement. Et ici, les gynécologues n'en peuvent plus. Ils disent, voilà, la famille est restée assez lointaine. Moi, je comprends leur réaction, parce que quand même, une femme désinfibulée ne peut pas être mariée. Mais aujourd'hui, on est confronté à ça parce qu'elles arrivent, que ce soit les femmes somaliennes, que ce soit les femmes afar, ou que ce soit les femmes de Djibouti aussi. Juste pour continuer, donc tous les mardis, je consulte avec un gynécologue, une psychologue, une sexologue. On a créé une unité, c'est tout nouveau, depuis avril 2014 au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Le centre s'appelle C'est ma vie, ça veut dire Centre médical d'aide aux victimes de l'excision, et on a voulu ouvrir une journée spécifiquement pour les femmes excisées. Et ce que dit Samia, je la rejoins, c'est qu'on voit des jeunes filles infibulées qui souffrent vraiment de leur infibulation, qui font infection sur infection, qui ont du mal à uriner, qui parfois ratent l'école tous les mois au moment de leurs règles, qui doivent s'allonger à la maison, prendre l'ibuprofène, s'allonger 2-3 jours, on ne peut pas les toucher. Et donc ça a un impact sur leur scolarité, et des fois l'école n'est pas au courant, donc on va voir les parents en disant mais votre fille ça ne va pas du tout, l'école, alors qu'en fait c'est le problème de l'infibulation. Et c'est vrai qu'on a du mal à expliquer, parce qu'il y a une opération très simple qui consiste, mais sous anesthésie générale, à faire une toute petite ouverture, à réouvrir, à désinfibuler. Et on se heurte à ce problème en disant mais non, je ne serai plus vierge. Alors nous, on doit réexpliquer la différence. On ne va pas du tout à l'intérieur. Hein. La fille peut rester vierge, mais juste elle est soulagée, elle peut faire pipi normalement. Et donc vraiment, s'il y a des parents dans la salle ou des jeunes, c'est vraiment important pour les parents de comprendre ça. Et c'est vrai qu'on aime bien, mais voilà, quand il y a les parents avec le médecin, on peut expliquer, et souvent après plusieurs séances ça se passe. On a le problème avec des traductrices qui des fois, je vois leur visage, bon je ne parle pas ni afar ni somalien, mais on voit à la manière que des fois la traductrice justement est contre le fait de proposer la désinfibulation, et elle ne traduit pas la femme. En fait, non, il ne faut surtout pas faire ce que le médecin te dit, c'est pas bien, c'est pas bien. Et donc, il y a une ou deux traductrices comme ça, je dis, attends, non, c'est pas comme ça. Et alors, en fait, en discutant, après une demi-heure, on a réussi à convaincre la traductrice de vraiment traduire ce qu'on lui disait. Donc, mais j'ai confiance, je pense qu'on
petit à petit, on va y arriver. Ce qu'il faut se dire, c'est parce que des fois, je sais qu'il y a des dames qui ne veulent pas venir en disant on va nous forcer à être des infibulés. On ne force personne. Chacun prend son temps. Et des fois, on dit bah, tu réfléchis, puis dans 6 mois, la jeune fille, elle revient. Mais je crois que le bouche à oreille commence un petit peu à marcher. Donc, une jeune fille qui a été désinfibulée, qui se sent mieux, elle va en parler à sa copine. Et voilà. Mais en tout cas, on ne force pas. Mais je veux dire, c'est une possibilité. Donc, j'ouvre une porte, c'est tout. J'avais juste une question. Oui. Alors, je me demandais, derrière ces refus des femmes de se faire désinfibuler, s'il n'y avait pas la crainte d'un retour forcé, si c'est des demandeuses d'asile, une fois qu'elles sont désinfibulées, elles rentrent chez elles, elles sont désinfibulées, là vraiment elles auraient des problèmes. Donc quel est les cas, enfin la situation de ces femmes qui refusent de se désinfibuler? Non, en général, la peur de la désinfibulation, c'est de ne pas trouver un mari. C'est de dire, on va dire que je suis une fille légère, que je ne suis pas respectable, puisque j'ai été ouverte, c'est-à-dire que j'ai couché avec quelqu'un avant le mariage, mais c'est plutôt ça. Parce qu'au contraire, dans le cas de la demande d'asile, je dirais qu'au contraire, ça peut même l'aider, parce que chaque fois qu'on fait une désinfibulation, on fait un certificat en disant qu'il faut absolument qu'elle reste, parce qu'elle risque la réinfibulation si on la renvoie. Donc au contraire, je dirais que ça peut même l'aider. Plus de questions? S'il n'y a plus de questions, je demanderai donc à nos 3 invités de dire quelques mots de conclusion et vous inviter toutes et tous là ensemble à réfléchir éventuellement, peut-être quelqu'un aura une idée, à un soutien actif vers le village en question, que nous avons vu tout à l'heure, ou d'autres villages où je pense un soutien à Femmes Solidaires, qui est quand même un mouvement qui est assez intéressant et qui a l'expertise que nous n'avons pas, nous tous séparément ici, quoi. Alors je voudrais laisser la parole donc, à nos 3 invités. Je proposerais qu'on commence par Fabienne, par Yvette et puis par Aïcha. Aïcha qui pourra clôturer la soirée avec brio, comme elle le sait faire. Voilà, juste remercier nos invités d'avoir fait le chemin jusqu'à nous et que je trouve ce film est un film plein d'espoir parce qu'on montre que c'est possible et surtout on voit que Femmes Solidaires a été très à l'écoute au départ de la demande des femmes et c'est pas quelque chose qui a été plaqué comme ça et je crois que c'est le succès de la réussite. Qu'est-ce que vous voulez? Et nous on vient, voilà, en tant que Femmes Solidaires et je voulais faire un petit hommage à Simone parce que j'ai connu Simone, en fait je l'ai rencontrée, on était au Caire. Et on était à l'Assemblée Générale du Comité interafricain au Caire et tout de suite elle m'a emballée sur le projet et je me souviens, j'ai encore à la maison les cartes postales qu'elle vendait à l'époque pour le projet, j'en avais acheté, donc je me souviens vraiment beaucoup de Simone. Voilà. Oui, donc je continue effectivement dans ce sens où Femmes Solidaires a fait un vrai travail de solidarité avec les femmes du peuple afar. Et donc nous espérons nous continuer ce travail, ce qu'on a déjà fait donc après ce combat contre l'excision qui effectivement sur le territoire est on va dire en voie d'extinction et donc à aujourd'hui on continue ce travail sur le terrain avec l'éducation, l'autonomie des femmes qui nous paraît très important puisque là on va leur faire une petite boutique, on a réussi à avoir un petit terrain donc elles vont pouvoir, elles qui n'ont pas droit au microcrédit, pouvoir effectivement être autonomes financièrement et on espère nous dans 3 ans ne plus être là, en fin de compte. Et puis on a aussi un projet, c'est d'élargir l'éducation à d'autres fillettes et notamment travailler avec des ONG, puisque jusqu'à maintenant vous avez vu dans le film que c'est essentiellement Femmes Solidaires sur le terrain, très peu de grosses ONG. Effectivement, on va dire qu'on travaillait petit, donc on va élargir cela à un pensionnat de 150 filles et on aimerait bien effectivement là avoir une ONG qui nous accompagne. Enfin, en tout cas, il y a encore de quoi faire voilà, sur le terrain. À toi, Aïcha.
je voulais aussi remercier tous ceux qui se sont déplacés, remercier Samia, le GAMS, Ligue Djibouti et d'autres organisations qui ont permis cette rencontre, cette soirée. Et puis très rapidement, tous en Afaristan d'Éthiopie, quoi. Voilà. Enfin, pour clôturer cette soirée, je voudrais vous inviter à 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est le 24 décembre. Ce n'est pas contre une mutilation génitale féminine, c'est contre les centres fermés pour demandeurs d'asile. C'est devant le centre fermé de Votem de 16h à 18h, rue Vizévois, où, comme chaque année, le collectif de résistance aux centres pour étrangers, qui fait partie de notre environnement quasiment quotidien pour certains au niveau de l'Djibouti. Donc le CRACP organise son réveillon, éclairons la face cachée de la politique d'asile de notre pays, la Belgique. Voilà. Alors ça, c'était donc le premier rendez-vous. Le second rendez-vous, c'est un rendez-vous vraiment là, dans le cadre de MGF. Ce sera donc le 6 février, donc le samedi 6 février, c'est la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. La veille à Bruxelles, nos amis du GAMS vont faire toute une journée intéressante avec des activités, notamment la présentation du groupe d'hommes dont Fabienne a parlé tout à l'heure et dont Souleymane est le représentant de l'Djibouti ici présent. Et le 6, il y aura également cette présentation du groupe d'hommes dans un centre ouvert de la Croix-Rouge qui se trouve à Bierzet, juste derrière l'aéroport. On fera des publicités à ce moment-là. Et là, en tant que collectif liégeois contre les mutilations génitales féminines, nous allons appeler toutes les organisations, toutes les associations et tous les sympathisants du collectif à se mobiliser pour être non seulement présents sur place, mais également faire la promotion de cette activité qui se passera au centre fermé, donc de 14h30 à 18h30 au centre L'Envol, ça s'appelle L'Envol, prédestiné donc, mais ce n'est pas un centre fermé, c'est un centre ouvert. Voilà, où là, paraît-il pour l'instant, quand on parle d'hommes, je pense que c'est Samia qui m'a dit hier qu'il y avait 70 hommes somaliens, je pense, et c'est des personnes qui peuvent être très intéressées justement pour peut-être un jour ou l'autre rejoindre notre ami Souleymane qui est là et d'autres dans le cadre du projet développé tout à l'heure par Fabienne Richard. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés et que vous avez appris des choses. Moi je suis très heureux de vous voir. Je tiens à excuser quand même aussi parce qu'il faut le dire, dans la communauté djiboutienne, je pense que nous aurions eu un peu plus de monde, mais il y a malheureusement eu un décès à Bruxelles et plusieurs membres de la communauté djiboutienne nous ont fait savoir que ils ne savaient pas être là ce soir comme c'était prévu. Voilà, mais c'est des choses qui arrivent, c'est la vie comme on dit. Hein. Voilà. Merci.